c'est oh. Test. Test, 1, 2. 1, 2, test. Test. Et c'est oh. Test. C'est oh. Test. 1, 2. Bonjour madame. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous avez à me dire pour cette journée, nouvelle journée? Pour cette journée, on a encore beaucoup de luttes et d'actions. On est déjà sur le retour de Rima Hassan qui a été kidnappée par l'armée de l'État génocidaire. On a aussi les gens qui sont partis pour la marche de Gaza. Un certain nombre de militants qui viennent d'Algérie, de Tunisie et même de France ont été muselés et sont retenus contre leur volonté pour ne pas participer à cette marche. Donc elle n'est pas annulée? Elle n'est pas annulée normalement. Après, elle n'est pas annulée, mais normalement on devait attendre les autorités en tout cas l'ambassade égyptienne, quand ils ont été le voir à Paris, il a dit qu'il était plus ou moins OK. Donc voilà pourquoi la marche a été organisée. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'Égypte là? J'ai vu qu'il y avait. Alors l'Égypte est à risque parce que l'Égypte a une frontière avec Gaza qui est à Rafah. La marche, elle devait partir du Caire. D'ailleurs, il y a Karim Benzema dans la marche. Donc on va voir si, Karim Benzema va être interpellé, ça m'étonnerait. Mais voilà, on peut se dire que peut-être que Karim Benzema... Ah, j'en suis sûr, j'ai vu sa vidéo, ouais. Ah ouais, oui, carrément. Ah oui, il est à la marche, la première en plus, parce que bon... Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir d'autres personnes, peut-être de connus? Zizou, peut-être? Alors non, Zinedine Zidane, il n'est pas du tout pro-palestinien. Zinedine Zidane, on l'a jamais trop entendu sur le sujet. Quand on était au JO et qu'on appelait au boycott des JO de Paris, il était dans l'équipe du CIO. Et l'équipe du CIO, ils étaient avec les génocidaires. L'équipe de football. Après, quand même, il y a quand même une certaine. Devoir de réserve, devoir de réserve, mais après, eux, ils n'ont pas de devoir de neutralité. Tony Estanguet et toute la compagnie, ils n'ont eu aucun devoir. Eux, on leur a pas imposé d'avoir une neutralité. Ils ont dit, nous, Israël, on les aime, on les accueille, même si dans l'équipe de foot, il y avait quand même 2 militaires qui ont tué des gens et qui ont pu venir au Parc des Princes. Pourquoi ce silence? Faire un match. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? Parce qu'il y a une préférence ethnico-religieuse, tout simplement, et il y a une détestation des Arabes. Détaillez. Il y a une préférence. En fait, il y a des lobbies. On sait très bien que maintenant on n'a plus besoin de s'abstenir de parler, on a droit à la liberté d'expression, c'est revenu la liberté d'expression maintenant. Avec les derniers procès pour apologie du terrorisme, on a eu des gens qui ont été relaxés, comme François Burga, et nous on a eu aussi un militant qui a été relaxé parce qu'il avait posé des affiches avec des têtes de génocidaires dans un train. On n'a pas tout compris. Mais bon, garde à vue, prolongée, bref. Mais maintenant, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment la France est sous lobby. Elle est sous lobby sioniste. Elle est sous lobby, on le voit très bien avec les chaînes comme CNews, on le voit très bien avec les informations qui émanent de la télé classique tous les matins et tous les midis. Mais... Il s'exprime, c'est pas grave. Ouais, il s'exprime, ouais. Bon, c'est normal, c'est l'émotion. Et donc, en fait, on a quand même maintenant le droit. On ne va plus être traité d'antisémite quand on va parler des lobbies. Puisque grâce aux militants américains comme Code Pink, maintenant, on a directement les noms des gens qui sont financés par l'AIPAC. Et nous, l'AIPAC, c'est l'organisme, c'est le gros lobby juif, sioniste, anti-palestinien, qui sévit aux États-Unis et qui a acheté la victoire de Donald Trump. Et là, maintenant, nous, en France, on a le ministre Retailleau, d'accord, qui est censé être le gardien de la laïcité, qui est allé dans une synagogue, mais qui a refusé d'aller dans une église et dans une mosquée. Donc on a clairement un choix stratégique, électoral. Vous pensez que c'est biaisé? C'est ça que vous voulez dire? C'est biaisé? C'est même pas biaisé, c'est une préférence. Il y a une préférence. On n'a pas le droit normalement. Normalement, on n'a pas le droit, mais vous savez très bien qu'on vit dans un... égalité, fraternité. Ouais, mais faut pas oublier que la France, elle a quand même un gros bagage colonial. La France, elle a un gros bagage colonial. Vous n'avez pas peur qu'on vous étiquette, vous estampille comme, je sais pas, antisémite? Moi, après, le mot qui est récurrent. On me l'a, personnellement, on me l'a jamais dit. Ouais. On me l'a jamais dit, donc je pars du principe que je suis pas antisémite. Est-ce que vous avez des amis juifs? Alors, j'ai
autour de vous? Enfin, moi, j'ai pas beaucoup d'amis. Non, ouais, mais bon, non, mais en fait, nous dans notre groupe, non, mais dans notre collectif, on regarde pas s'il y a des juifs, s'il y a des asiatiques. C'est pas grave, c'est pas un en fait, il n'y a pas de. Vous voyez, par exemple, on est souvent avec. Je vais pas les prendre en alibi, mais on est souvent avec l'Union juive pour la paix. Mais en fait, on se pose pas la question de savoir s'ils sont juifs et ils sont avec nous. Enfin, comme eux, ils ne vont pas se poser la question. Peu importe. Là, c'est une question d'anticolonialisme. C'est une lutte contre un colonialisme qui est brutal. C'est une lutte politique. C'est une lutte coloniale. Plus que politique, c'est colonial. Expliquez-moi la différence. La différence, la colonie, parce que là, vous pouvez être colonialiste de manière politique, comme Retailleau par exemple, et comme nos amis du lobby juif sioniste de France, comme Barbara Lefebvre, Franck Tapiro, Arthur, tous ces gens-là font partie du lobby. Et l'assument totalement, ils appellent à exterminer. Test 1, 2, et c'est mais là, la différence, c'est que là, on est dans une lutte coloniale parce que nous, on peut se considérer, je vais reprendre France Fanon, comme des damnés de la terre. Test 1, 2, 1, 2, test. On est les descendants des colonisés. Et on continue à vouloir test 1, 2. Mais pas que politiquement, culturellement, ethniquement, socialement, géographiquement. Pourquoi, vous voyez test, non, moi je suis d'origine algérienne, donc je connais bien la colonisation. 1, 2, 1, 2, parce que vous vous sentez concerné. Moi je me sens, oui bien sûr, je me sens super concernée. Donc vous vous sentez palestinienne? Ah oui, ouais, et je l'ai toujours été. D'accord, même si vous êtes né en Algérie? Non, je suis pas né en Algérie, je suis né en France. Vous êtes d'origine algérienne. Mais je suis anticoloniale. Voilà. Je suis anticolonialiste, je vais vous dire un truc même, là, il y a une bonne nouvelle, mais personne n'en a parlé. Christiantin va être libéré parce qu'ils l'ont kidnappé, ils l'ont emmené en Alsace alors qu'il habite en Kanaki et qu'il a juste fait, il n'a même pas fait des révoltes, c'est juste un militant qui est pour son pays et pour son île. La France l'a attrapé et l'a emmené. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de médias parlent de ce monsieur qui est en prison. Sur CNews, on parle de quelqu'un qui est emprisonné, je ne sais plus, au Maroc ou en Algérie. Ah oui, Sansal. Alors Sansal, qu'est-ce qui se passe avec Sansal. Expliquez pour les alors, gens qui je vous explique rapidement. Boualem Sansal c'est un agent d'extrême droite sioniste, oui, il faut le savoir. Il est avec Israël. Alors on a des preuves dans le sens où il est souvent en comité, il est souvent en réunion, il y a des vidéos où il a été filmé, où il a été enregistré avec les gens de la communauté. Où est-ce qu'on peut trouver ces vidéos? Sur internet, moi je l'ai reçu sur internet. Et en plus c'est un monsieur en fait qui a accepté. Pourquoi les médias n'en parlent pas? Pourquoi les médias Parce qu'en fait là ils utilisent Boualem Sansal parce qu'ils ont envie de salir l'Algérie. Ils ont envie aussi de salir les Algériens qui vivent à Paris. Ils ont envie de dénigrer les Maghrébins parce que là maintenant il y a l'amalgame qui est refait comme dans les années 80. Et Boualem Sansal, c'est pas un prisonnier politique. C'est un gars qui était en France, qui est entré dans l'extrême droite sioniste et qui après s'est dit tiens, je vais aller en Algérie. Sachant qu'en plus, mais il est algérien. Il a obtenu la nationalité. Il est algérien aussi. Alors il est né au Maroc. Il est marocain alors. Voilà. Après, il a obtenu la nationalité algérienne. Test 1, 2. Il faut savoir qu'une semaine avant son incarcération, il avait obtenu la nationalité française. Donc voilà, ceci explique cela. Mais c'est juste un. Alors, ça a l'air un petit peu. Il y a des gens qui vont dire que c'est la conspiration. C'est pas conspirationniste parce que de toute façon, quand on voit qui le défend, Julien Drey, tous les gens de l'extrême droite franco-israélienne défendent Boualem Sansal. Il faut toujours se demander à qui profite le crime. Quand on défend une personne, à qui profite le crime. Donc vous expliquez, mais la plupart des médias soutiennent. Oui, mais la plupart des médias, CNews, BFM, France 3, France Télévisions, bon, ils sont obligés, comme ils sont payés par le service public, ils sont obligés de faire le job, d'avoir un peu de contrebalancer parfois. Mais en fait, TF1 c'est la vitrine d'Israël. On a quand même eu Laurence Ferrari qui avait interviewé
Milekovski Netanyahou. Elle l'a interrogé comme si c'était un haut dignitaire. Voilà, il est quand même poursuivi par la CPI. La CPI, c'est la Cour pénale internationale. Ce monsieur est poursuivi par Netanyahou, ouais, Milekovski est poursuivi. Ouais, il y a un mandat d'arrêt. Il y a un mandat d'arrêt. Il y a un mandat d'arrêt contre ce monsieur. Bon, est-ce que vous avez un message positif? Alors le message positif, c'est... Est-ce qu'il y a de l'espoir? Il y a de l'espoir parce que tant qu'il y a des gens qui sont là pour la Palestine, tant qu'il y a des gens qui sont là pour les luttes, regardez, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a tout le monde qui est venu, tout le monde vient spontanément. Les gens, ils viennent après leur boulot, ils viennent après leur journée étudiante. On a les collectifs étudiants, on a les LGBT, on a tout le monde. On a une unité, on a une solidarité. Pourquoi il n'y a pas des millions de personnes alors, parce que les gens... lorsqu'il y a eu des événements traumatisants en France, alors, j'ai pas besoin de citer, mais bon, Bataclan... Ouais, mais alors est-ce qu'il y avait vraiment des millions de personnes? Je suis pas certaine. On n'était pas... Mais est-ce que vous y étiez, vous? Est-ce que vous y étiez? Non, moi j'y étais pas. Pourquoi? J'y étais pas, j'étais pas en France, je crois. Je crois que j'étais pas en France. Mais vous connaissez des gens qui étaient... Qui étaient? Ouais. Ah, je peux pas vous dire, non, j'ai pas, je vous avoue, Vous connaissez personne? Je ne sais pas, je peux pas vous dire. Ouais. Si je connaissais, mon voisin y a été. Mais vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi de tout ce qui se passe, de toute cette tension, de toute cette haine, de toute cette délinquance? C'est une tension qu'il faut... Alors, c'est une tension qui, comme je vous disais, moi j'ai 50 ans, c'est une tension qui existait déjà. C'est une tension qui existait déjà dans les années 80 quand j'étais enfant. C'est une tension, un racisme qui a toujours été là, qui n'a jamais baissé, qui n'a jamais diminué malgré, bien sûr qu'on est dans un pays très divers, on est dans un pays diversifié, on est dans un pays de métissage, on est dans un pays de pluriculturalisme, on le voit bien, on est à Paris. Mais malheureusement, regardez, on en a la preuve, on va dire, on va nous appeler là, tous ces gens-là, les indigènes de la République, sont méprisés par le gouvernement actuel vous français. Vous vous sentez aimé ou pas alors? Par le gouvernement? Par la nation ou par les Français? Bah, moi je me sens pas... C'est pas que j'ai été aimé ou détesté. Par nos élus, oui, par les élus LFI. Mais après par les autres élus, non. Est-ce que vous vous sentez française aussi? Alors bah moi je suis française, mais après... Est-ce que vous vous sentez française? Bah je sais pas me sentir, moi je suis française. Donc vous ne posez pas la question? Moi je me pose pas la question en fait. Ça vous fait peur ce qui se passe? Non, ça me fait pas peur. Test. 1, 2, 1, 2. Ça me fait pas peur parce qu'en face, il y a des gens qui sont lâches, il y a des gens qui ont du pouvoir, mais même si on doit mourir, même si on doit aller en prison, même si, voilà, tant pis, ce sera tant pis. Et puis vous travaillez, vous payez vos impôts. Voilà, c'est ce que je dis aux flics quand ils nous bousculent. C'est moi qui paye des impôts. C'est moi qui paye des impôts. Vous voyez son salaire. Si vous êtes infirmière, par exemple, vous pouvez peut-être soigner un pompier. Ouais, mais ça m'est déjà arrivé. Mais ça m'est déjà arrivé. J'ai tapé dans le mille. Ça m'est déjà arrivé. Je vais vous dire un truc. Vous ne l'avez pas dit en plus. Je ne l'ai pas dit, mais ouais. Mais en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Et vous savez quoi, les flics à l'hôpital, ils ont tellement pas l'habitude, je sais pas si c'est culturel ou machin, quand ils voient que vous êtes sympa avec eux, que vous les soignez, je vous jure, je vous promets, ça m'est arrivé 3 fois, et ben ils veulent vous donner de l'argent, ou ils viennent vous remercier quand ils sortent, quand il y a des gens qui viennent vous remercier quand tu es infirmier, qui tirent la main, qui t'offrent des boîtes de chocolat, et qui veulent te donner de l'argent. L'argent ça va, l'argent on n'a pas le droit. Et ben je suis tombée sur plusieurs policiers, et même des militaires, qui à chaque fois voulaient me donner de l'argent. Parce qu'ils considéraient, je pense que ils ont été tellement conditionnés, ils leur ont dit, les Maghrébins, ils veulent vous tuer, ils vous en veulent, ils vous aiment pas. Je pense, parce que vraiment, je suis tombée vraiment sur un jeune policier qui était hospitalisé, et vraiment le gars, il m'a dit si, je vais vous donner de l'argent. Je lui ai dit, mais monsieur... la main qui lui tenait la main quand il avait peur, quand il avait besoin de soigner. Non, mais il était... Non, mais après, on s'est bien entendu, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, il a vraiment insisté pour me rétribuer le service que je lui ai donné. Vous voyez? Et c'est bizarre. Imaginez si vous croisez aujourd'hui. Ah bah ouais, mais il me reconnaîtrait pas. Ça serait bizarre. On ne reconnaîtrait pas. D'où notre camarade Rima Hassan. Free Palestine! Free Palestine!
Palestine. Tahia Tahia Palestine. Tahia Tahia Palestine. Tahia Tahia Palestine. On vous entend pas beaucoup là, hein. Libérez nos camarades, libérez la Palestine. Libérez nos camarades, libérez la Palestine. Libérez nos camarades, libérez la Palestine. Paris est avec toi. Rima, Rima, Paris est avec toi. Paris est avec toi. Rima, Rima, Paris est avec toi. Rima, Rima, Paris est avec toi. Rima, Rima, Paris est avec toi. Nous sommes tous des mamans de Gaza. Nous sommes tous des mamans de Gaza. Nous sommes tous des papas de Gaza. Nous sommes tous des papas de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. d'extrême droite et la façon dont il lie le droit international. Actuellement, c'est une inquiétude, surtout que le moins qu'on puisse dire par rapport à d'autres gouvernements, je pense à l'Espagne, qui avait convoqué l'ambassadeur israélien depuis dimanche, le nôtre a eu pas mal d'atermoiements. Donc c'est une inquiétude. C'est encore une inquiétude d'ailleurs pour ceux qui sont encore là-bas. Je pense à votre frère, votre collègue, Yanis Paldi de Blas, qui est encore emprisonné. Et il faut évidemment qu'il sorte rapidement. Mais derrière ça, le but de cette expédition, le but de ce voyage, le but de cette petite, c'était d'attirer encore plus l'attention sur ce qui se passe à Gaza. Le fait qu'il y a un blocus alimentaire, un blocus humanitaire absolument scandaleux, comme dirait le chef de l'État, et que les États occidentaux, notamment la France, ne peuvent pas laisser passer. Maintenant, j'allais dire qu'il faut des mesures, qui soient des mesures de sanctions concrètes d'Israël. Je pense évidemment à l'interdiction de gendarmes, et je pense aussi à arrêter toute relation commerciale, militaire, sportive, culturelle, comme ça a été le cas à un moment donné avec l'Afrique du Sud, avec Israël, et puis reconnaître l'État palestinien. S'il n'y a pas ça, en réalité, soutenu par les États-Unis, Israël continuera à faire ce qu'il fait tous les jours, parce qu'évidemment, on pense à Rima et ses camarades, mais tous les jours, il y a des dizaines de morts à Gaza. C'est ça qu'il faut se dire, et c'est l'objectif de notre mobilisation et de la manifestation de samedi qui sera, on l'espère, la mobilisation la plus massive depuis le début des mobilisations en faveur du peuple palestinien. Avec cet accueil public aujourd'hui de la République, le message c'est que, vous savez, il y a eu une génération Mandela, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, vous ne pas cette personne, mais qui a mobilisé toute une jeunesse. Là aujourd'hui il y a une mobilisation de jeunesse, une génération Gaza, une génération Palestine, qui lutte contre un génocide. Parce que, heureusement, nous ne sommes plus les seuls. Je parle de France Insoumise, de militants, de
depuis des mois, alertons sur la situation. Disons que l'objectif de guerre de Netanyahou, c'est pas de faire libérer les otages israéliens, c'est même pas une revanche, une représailles par rapport au 7 octobre et au massacre du 7 octobre, c'est d'en finir avec le peuple palestinien en tant qu'entité politique. C'est ça dont il s'agit. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les seuls. Par exemple, nous sommes extrêmement satisfaits que quasiment tous les syndicats appellent sur ces bases à la manifestation samedi. Nous sommes satisfaits que, à part l'extrême droite aujourd'hui et vraiment les partisans de M. Netanyahou en France, il y a plus grand monde qui se met du côté du gouvernement israélien. Donc on estime de ce point de vue-là qu'il a gagné la partie, même si ça nous a valu d'être calomniés. Vous disiez que le gouvernement c'est pas vrai, c'est faux. Je vous dis que c'est faux. On a essayé à plusieurs reprises, moi-même, on a envoyé nos présidents de groupe contacter le ministre. On a commencé à avoir des nouvelles du ministre hier seulement. Les familles, c'est pareil. On sait que le consul français en Israël a été carrément humilié par les Israéliens, un peu de la même manière, je ne sais pas si vous savez de cet épisode des gendarmes qui ont été humiliés il y a quelques temps. Là, c'était un peu pareil. La France ne se fait pas respecter par un gouvernement d'extrême droite. Et la réponse de M. Bayrou le jour aux questions au gouvernement, qui laissait penser en réalité, qui reprenait le vocabulaire, les éléments de langage de M. Netanyahou sur la flottille de la liberté en disant qu'ils avaient instrumentalisé, est un pur scandale. Quand vous avez des ressortissants français, y compris une parlementaire qui depuis 4 jours sont arrêtés illégalement, je rappelle qu'ils ont été arrêtés dans les eaux internationales, vous ne pouvez pas avoir ce genre de réflexion, c'est en deçà de tout. Heureusement, on observe quand même que le président Macron a eu des mots, j'allais dire, plus radicaux que son gouvernement, mais de ce côté de ce gouvernement, non, franchement, on s'attendra mieux.
va commencer par un petit mot pour Yanis et Pascal. Ils sont encore là-bas. On leur envoie beaucoup d'amour. Ils sont prévus normalement sur un vol demain. Donc on compte sur vous demain. Il faudra être présent aussi pour les soutenir et leur envoyer beaucoup d'amour. On veut absolument commencer par vous dire que tout ceci ne peut pas se faire sans garder l'esprit et les yeux rivés vers Gaza. Notre action, tout le monde le sait, elle était symbolique, mais elle était éminemment politique. Notre action visait à d'abord, bien entendu, livrer de l'aide humanitaire à Gaza, du moins ce qu'on pouvait au maximum faire avec ce bateau, mais aussi et surtout à dénoncer le blocus et à le briser. J'ai un mot à dire à Israël. Le prochain bateau est bientôt prêt à partir. Et il s'appellera Hamdallah. Et il y aura autant de bateaux que nécessaire pour briser ce blocus. Je vais pas être trop longue et on va faire circuler la parole. Je suis avec Reva avec qui on était sur le même vol et Baptiste qui était tout au long aussi avec nous. Les quelques jours pour ma part, moi aussi je vous aime, vous n'avez pas aidé, j'avais pas mon téléphone mais ça m'a tenu quand même, je pense, tout au long de savoir qu'il y avait de l'amour et de la mobilisation. Pas pour nous en particulier, mais derrière cette action c'était Gaza surtout. Et je vous aime aussi. Et ce qui s'est passé ensuite, les quelques jours de détention qu'on a eu, en tout cas pour ma part, j'ai eu une grosse pensée, je vais pas pleurer, pour les Palestiniens, les 10 000 Palestiniens, prisonniers politiques, que ce soit via la détention administrative ou via tout le procédé de l'arsenal colonial qu'il y a en Israël contre les Palestiniens, les militants et les militantes palestiniennes. Une pensée pour Georges Ebrahim Abdallah dont je vois les drapeaux ici et qu'il faut libérer. On n'a rien vécu par rapport à ce que vit le peuple palestinien. On a senti le lot d'humiliation coloniale, le lot de persécution, le lot de violation de droits aussi, parce que je veux le redire, nous avons été kidnappés en eau internationale. J'ai pas encore toutes les mises à jour, mais j'ai cru comprendre que la France avait hésité à réagir. Eh bien, je peux vous le confirmer, ça a été confirmé, y compris par le consul qui est venu nous rendre visite. Nous avons été interceptés et kidnappés en eau internationale. Ça, tout le monde doit le savoir. Et nous avons été ramenés de force au port de Ashdod alors que nous voulions aller, comme vous le savez, direction Gaza. Et une fois sur place, on nous a reproché d'être sur le territoire israélien. Donc vous voyez, c'est tout l'arsenal qui a été mis en place par Israël. Et nous avons refusé de signer un document qui attestait que nous étions... Le document que nous avons refusé de signer attestait que nous étions rentrés de manière illégale sur le territoire israélien et sciemment, politiquement, nous avons refusé de le signer pour dire que ce n'était pas notre choix d'arriver à Ashdod, que nous avons été kidnappés et ramenés de force sur ce territoire alors que nous, notre destination était celle justement de la bande de Gaza. Donc ça, c'est extrêmement important de le rappeler et c'est la raison pour laquelle nous avons été détenus tous ces jours.
Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Je veux aussi remercier ma famille politique. Sans laquelle je n'aurais pas pu tenir. Vous pouvez encore. Et je veux absolument les remercier parce que au-delà du soutien qu'on a reçu pendant toute cette action, c'est aussi la famille politique. Et là, je ne le dis pas en tant que députée de la France Insoumise, je le dis en tant que palestinienne. Là, je suis en tant que palestinienne, d'abord en tant que palestinienne, franco-palestinienne ici. C'est la famille politique qui a porté, comme il le fallait, la cause palestinienne. Comme il le fallait. En prenant tous les risques de diabolisation, de persécution. Et vous avez vu le prix que chacun et chacune a payé en portant cette cause palestinienne. Certains ont été attaqués personnellement jusqu'à aujourd'hui. Ils ont été ciblés, etc. Mais je veux juste dire un mot sur le coût politique que ça a été pour la France Insoumise et pour chacun d'entre nous de porter comme il le fallait cette cause palestinienne et qu'il faut encore porter au regard de tout ce que vous savez sur la bande de Gaza et ce qui se passe en Cisjordanie jusqu'à la libération du peuple palestinien. Comme vous le savez, beaucoup le savent, mais je le redis, moi ma famille a été expulsée en 1948 de cette terre. On n'a jamais pu y revenir. Et j'ai pu arracher une toute petite branche d'un olivier et une toute petite fleur avant d'être embarquée entre deux changements de cellules. J'ai demandé à un monsieur qui nous accompagnait, avant d'être mise dans le camion cellule, je lui ai demandé si je pouvais arracher une toute petite branche d'un olivier. Il m'a regardé, il m'a dit vas-y. J'ai pris cette branche et elle est avec moi et elle restera avec moi jusqu'à ce que les réfugiés palestiniens puissent véritablement rentrer chez eux, cultiver leurs oliviers et embrasser pleinement leur terre. Bonsoir Paris. Sur notre petit bateau, on pensait que c'était quelque chose de petit, quelque chose de symbolique. Un peu de riz, un peu de farine, un peu d'aide médicale et surtout beaucoup d'amour. Et je dois dire que on n'imaginait pas ça ce soir et on se rend compte que quand on fait tous et toutes quelque chose de symbolique, ça dépasse le symbolique, ça devient magique, ça devient puissant et avec ça on peut tout transformer. Alors je vous remercie énormément. Alors, merci à vous, merci pour toutes les prises de conscience que ça a pu permettre, tout ça. Et aujourd'hui, peut-être que les caméras sont sur nous, mais il faut surtout qu'elles aillent vers Gaza parce que c'est là-bas que ça se passe. Il y a aussi le Liban, la Cisjordanie. Et tout ça, il ne faut pas qu'on oublie que c'est aussi à nous tous et toutes, c'est notre faute parce qu'on a laissé s'installer dans nos sociétés des modèles expansionnistes qui sont délétères et qui sont fondés sur le racisme notamment. Je suis désolé, c'est ça. Non, non. Bon. C'est bien ou c'est pas bien?
Alors je nous souhaite à tous et à toutes de trouver des points de convergence plus que de divergence. Et j'en connais un qui est magnifique et qui nous rendrait capables de tout. Ça s'appelle l'amour et je nous en souhaite en abondance. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire court, mais j'ai 2 messages pour vous ce soir. Le premier, c'est que depuis 48 heures que je suis rentré, j'ai voulu donner une voix à Rima, à Reva et à tous les autres qui étaient emprisonnés, qui n'avaient pas accès à leur téléphone puisqu'ils sont au fond de la Méditerranée avec les Dorades, mais qui n'avaient pas accès non plus aux médias, qui n'avaient pas accès à leurs avocats. Le premier point que je vais évoquer avec vous, c'est que nous avons subi de la maltraitance. Cette maltraitance, elle est documentée. C'est de la privation de sommeil. Ce sont des restrictions d'accès à l'eau et à la nourriture. Et ce sont surtout des restrictions d'accès à nos avocates, qui, je le dis bien, étaient des avocates palestiniennes, qui ont été molestées. Ces avocates ont été molestées, elles ont été bousculées, elles ont été injuriées. Il leur a été impossible de faire leur travail dans des conditions normales de confidentialité. Et donc c'est à ces femmes palestiniennes que je veux rendre particulièrement hommage. Le deuxième point, ouvrez grand les yeux, c'est pas très gros. Mais ce sont 2 choses que je vous ai ramenées du bateau. La première chose, c'est que nous avons passé 18 heures dans la coque, dans la soute du bateau avec mes collègues, avec une quinzaine de soldats israéliens qui étaient sur le pont et qui nous pointaient leurs fusils pendant 18 heures d'affilée. Avec mes collègues, nous savions exactement à quoi allait ressembler le sort du Madeleine, de ce magnifique voilier, qui, comme tous les autres bateaux des précédentes flottilles, terminera coulé, détruit ou vendu à un cynique milliardaire qui n'aura que faire de sa destinée. C'est la raison pour laquelle, malgré la menace des soldats israéliens, on a pris nos tournevis et on a décidé de vous ramener ce soir des petits morceaux du Madeleine. Cette pièce-là, qui fait quelques centimètres, sert à ouvrir les hublots, à ouvrir les yeux sur ce qui se passe à Gaza. Elle appartient au Madeleine pour que le Madeleine vive toujours. La deuxième chose que je vous ai ramenée ce soir, elle était dans les tonneaux que nous n'avons pas pu délivrer aux Gazaouis. Elle était dans les tonneaux que nous n'avons même pas pu larguer à la mer car ils nous ont interceptés bien trop loin des courants et des vagues qui les auraient apportés spontanément sur les rivages gazaouis. Dans ces tonneaux, comme vous l'a dit Reva, il y avait de l'aide alimentaire, de l'aide médicale en quantité modeste mais extrêmement symbolique et extrêmement puissante. Et il y avait aussi des dessins du monde entier, faits par des enfants. Celui que j'ai, je l'ai récupéré, il a été déchiqueté par les forces israéliennes lorsqu'ils ont fouillé à plusieurs reprises nos affaires. Il est écrit sur ce dessin une phrase très simple: du ciel tombe la pluie, pas les bombes. Je vais terminer par quelque chose, s'il vous plaît. Vous reprendrez tous après moi, si vous êtes d'accord. Ces 2 phrases très simples: liberté pour la flottille, liberté pour la Palestine. Liberté pour la Palestine. Libérez la flottille, libérez la Palestine. Libérez la flottille, libérez la Palestine. Libérez la flottille, libérez la Palestine. Je veux juste aussi préciser que la première chose qu'ils ont arraché quand ils sont arrivés sur le bateau, c'est le drapeau palestinien. La première chose qu'ils
qu'ils ont piétiné, qu'ils ont arraché, qu'ils ont voulu cacher, c'était le drapeau palestinien. Les autres drapeaux, on a pu les récupérer, parce qu'on avait les drapeaux de toutes les nationalités à bord de ce navire. Et bien sûr, en plus grand, on avait le drapeau palestinien, puisque c'était notre destination. C'est la première chose qu'ils ont arraché en montant sur le bateau. Et les vidéos que vous avez vues, je tiens à le dire, les vidéos que vous avez vues où ils distribuaient des sandwichs et puis des... C'était le seul moment où il y avait quelqu'un pour filmer, pour qu'ensuite ça fasse pour les réseaux sociaux. Je veux dire que cette nuit-là, nous avons tous dormi sur le pont, sans gilet, sans couverture, sans rien du tout. Pendant que eux, ils ont investi nos cabines, ils étaient bien au chaud en bas, et nous, on a été contraints de dormir là où nous avons été arrêtés, et là où nous avons été placés, et on n'avait rien pour pouvoir voilà, se couvrir, etc. C'était au petit matin qu'on a pu vraiment se couvrir, mais on a vraiment dû se coucher en étant assis les uns sur les autres, et tout ça bien sûr n'a pas été filmé. Ce qui a été filmé, c'est au moment où un soldat arrive et il nous distribue un sandwich et une bouteille d'eau. C'est assez ironique, c'est assez sadique, c'est assez sadique et ironique après nous avoir littéralement kidnappés à 2 h du matin, pointé des armes dessus et avoir fait voilà, ce qui a été fait cette nuit-là. Donc c'est quand même important pour nous de dénoncer la propagande aussi israélienne qui a été faite pendant qu'on nous étions empêchés de communiquer. Donc c'est très très important de le dénoncer. Voilà. Merci à vous, vraiment, je réitère les remerciements. Je réitère les remerciements. Vous êtes incroyables. Cette lutte, elle doit continuer coûte que coûte. La lutte palestinienne doit continuer coûte que coûte jusqu'à la libération du peuple palestinien. Ça ne sera pas un énième épisode sur lequel nous avons eu des mobilisations. Ça ne sera pas un énième épisode sur lequel on aura mobilisé un peu de gens par-ci, un peu de gens par-là. C'est l'épisode ultime. Jusqu'au bout, il faudra tenir. Merci infiniment. Bonsoir. Je suis Thibaut Brutin, je suis le directeur général de Reporters sans frontières, l'association qui défend le journalisme digne de ce nom. Il me revient la tâche difficile ce soir, de parler après les passagers qui sont revenus, et de parler d'un passager qui n'est pas là. Je vous demande d'écouter la parole de Yanis Mamni, le journaliste de Blast, qui est courageux, qui est aujourd'hui encore détenu. Yanis qui fait partie des 2 passagers qui sont encore retenus en Israël. Et je crois que vous étiez nombreux lundi et j'étais là. Vous étiez nombreux mardi. Vous étiez nombreux mercredi. Vous êtes encore là. Et je veux y voir le signe. Et je vous remercie de me laisser la parole maintenant de l'importance que vous accordez au journalisme digne de ce nom. Quand je dis digne de ce nom, je veux dire le journalisme qui consiste à aller voir ailleurs, à aller voir les faits, à aller rencontrer les gens, à aller à l'autre bout du monde. Pas le verbiage qu'on trouve sur les chaînes d'information en continu. Pas le blabla. Le journalisme qui signifie quelque chose et qui nous transforme. Qui transforme ceux qui le font, comme c'est le cas de Yanis Mamni, qui en paye le prix lourd. Mais aussi ceux qui le lisent, ceux qui le voient et qui soudainement ont une nouvelle perception des choses. Sans journalisme, est-ce qu'on peut établir les faits? Est-ce qu'on peut dire les crimes? Est-ce qu'on peut dire les guerres? Est-ce qu'on peut dire les génocides? Non. Nous avons besoin plus que jamais d'un journalisme digne de ce nom. Alors, je voudrais qu'on ait une pensée pour Yanis, pour les 200 journalistes palestiniens qui sont morts. 200 journalistes depuis le 7 octobre. 200 journalistes
journalistes qui ont été tués comme des civils et qui n'auraient pas dû mourir, des journalistes qui ont été ciblés, des journalistes qui ont été diffamés parce qu'on en a fait des terroristes alors qu'ils n'en étaient rien. Tout ça est faux, archi faux, et je sais que vous êtes là parce que vous croyez dans cet idéal du journalisme que ces journalistes-là qui ont payé le prix lourd incarnent. Ces 200 journalistes palestiniens, on leur doit une relève. Et Yanis a essayé d'être cette relève. Je crois qu'on est nombreux dans la profession à croire qu'il est important d'avoir cette fraternité. Parce que seule la fraternité sauvera la liberté. C'est la fraternité, c'est cette fraternité parmi les journalistes qui sauvera la liberté de la presse. Si la profession n'est pas capable de se rassembler autour de ses valeurs, autour de ce qui l'unit, eh bien je crois qu'elle périra. Et je crois qu'il est vraiment important que l'on honore Yanis et sa compagne est dans la foule. Elle m'a chargé de vous montrer son portrait. J'ai une pensée pour elle. J'ai une pensée pour elle parce qu'elle a vécu des horreurs, elle a vécu des heures très dures. Vous voyez Yanis au travail. Vous voyez Yanis au travail. Et vous voyez ce petit mot qui est un grand cri. Journalism is not a crime. Le journalisme n'est pas un crime. Ce mot, c'est devenu la devise. C'est devenu la devise de tous les journalistes qui ont de l'intégrité. C'est devenu le mot que m'a envoyé Joachim Medin, le journaliste suédois qui était en prison en Turquie il y a quelques semaines. C'est le mot que nous a dit Stanis Boujakera en République démocratique du Congo. Tous ces gens, pour eux, le journalisme n'est pas un crime. Et un dernier mot pour vous dire que non, Yanis n'est pas un militant. Yanis est un journaliste. C'est un mot qui doit retrouver ses lettres de noblesse. Il faut l'écrire ensemble, cette noblesse. Je crois que Yanis est quelqu'un qui paye aujourd'hui d'avoir voulu à l'autre bout du monde dire les faits. Et c'est très important de le soutenir, de l'accueillir demain. Et je suis sûr que vous serez nombreux à être là, à le saluer chaleureusement. Les faits comptent pour la démocratie. Les faits comptent. Le journalisme n'est pas un crime. Vive la liberté de la presse. Je vous remercie. Rendez-vous demain, ici. S'il vous plaît les amis, on va faire un peu résonner la place, on va faire du bruit, on va faire trembler jusqu'à Gaza. Est-ce que vous êtes chaud ou pas? S'il vous plaît, tout le monde se tient par les épaules, tout le monde se tient par les épaules de gauche à droite. Allez, on va montrer qu'on est solidaires, qu'on est unis, de Paris jusqu'à Gaza. Tout le monde se tient par les épaules. Allez, de droite à gauche, devant, derrière. Allez, tout le monde. C'est bon, vous êtes chaud ou pas là? Et en sautant pour Rima, s'il vous plaît. Palestine, Palestine, hey, hey. Palestine, Palestine, hey, hey. Palestine, Palestine, hey, hey. Palestine, Palestine, hey. Alors un dernier s'il vous plaît, un dernier pour Rima, s'il vous plaît. Pour Rima, on a vécu cette flottille de la liberté avec elle à chaque instant. Chaque vague, chaque vent, chaque frisson sur ce bateau, on l'a vécu avec Rima et l'ensemble de l'équipage. Allez s'il vous plaît, après je vais laisser le micro, mais tout le monde se lève les mains en l'air s'il vous plaît, de droite à gauche, devant, derrière. Allez s'il vous plaît, les mains. Rima.
laisser la parole à Jean-Luc Mélenchon. Tout ce qui était important a été dit. Je dis à ces trois personnes et à Rima notre admiration, notre fierté d'être ses amis, la leçon de courage extraordinaire qu'elle a donnée. Et oui, vous avez raison de penser que les symboles sont plus forts que les personnes lorsqu'ils signifient un message qui est universel. Et celui de la liberté et du respect de la vie des Gazaouis est un message universel qui concerne tout être humain. Mais écoutez-moi, cette femme a fait quelque chose hors du commun. Elle a donné un signal à l'humanité tout entière de résistance. Et c'est une femme qui a donné la leçon de courage. Jeune femme, jeune fille, essayez toutes quand vous serez grande d'être Rima Hassan. Qu'on a eu au téléphone quand on était dans le bateau, qui est à Gaza et qui est la seule femme pêcheuse qui est à Gaza, et on a pu avoir un échange avec elle. Donc vraiment chaque symbole compte dans cette traversée, et il est surtout dirigé vers Gaza. Et Madeleine, on a pu le partager un peu, mais c'était surtout pour rendre hommage à cette femme de la bande de Gaza dont le rêve était de pouvoir continuer à pêcher à Gaza. C'est la seule femme qui faisait ça.